Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Linkelf et sa table ronde, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs issus du même secteur d'activité. Dans ce nouvel épisode, on va se consacrer au secteur du tourisme. Et pour ce faire, je suis ravie d'avoir 3 belles femmes talentueuses à mes côtés. Merci. Donc à commencer par Fanny Asselin, donc cofondatrice de Barack. Bonjour. Valérie Bacala, cofondatrice de My Backup. Bonjour. Et Sarah Abdelalim, qui est CEO et fondatrice de Cléo Travel Guide. Cléo Travel Guide. Merci beaucoup. Merci. Donc merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Et la parole est à vous. Donc qui voudrait commencer à se présenter et partager donc son parcours et du coup son entreprise. Eh bien, bonjour à toutes. Je suis Fanny Asselin. Je suis effectivement la cofondatrice de Barack. J'ai 38 ans, 2 enfants, un lapin. Si on va dans les détails de ma vie. On a Barack, c'est un site internet, webarack.fr, qu'on a lancé avec mon associé il y a 3 ans, en octobre 2022, et qui permet de faire de la résidence secondaire partagée. C'est une marketplace, comme on dit, entre des propriétaires de résidences secondaires qui ont donc une maison de vacances, de week-end à la campagne, une maison de famille, qu'ils n'utilisent par définition pas tout le temps. Okay. Et on va les mettre en relation avec des locataires réguliers, 1-2 familles qui cherchent à avoir une maison secondaire, n'a pas les moyens ou n'a pas l'envie de s'acheter une maison quelconque, et donc qui va pouvoir louer de façon récurrente cette maison sur une période donnée. Super, merci beaucoup. Merci Déby déjà pour l'invitation. Donc moi je suis Valérie Bacala, cofondatrice de My Backup, pour reprendre un petit peu le même schéma. Ouais. Donc, j'ai 45 ans, 46 ans à la fin de la semaine. Ah, bon, Voilà. je sais pas si on peut souhaiter d'avance ou pas, mais le On cœur va y est. éviter. Je suis maman solo d'un garçon de 12 ans, d'un ado maintenant, on dit plus un enfant, on dit d'un ado. Et j'ai cofondé My Backup avec mon frère, Julien Bacala. On a créé la société, on l'a immatriculée début 2020 et on a lancé la première solution fin 2023. My Backup étant une application qui met en relation des voyageurs et des professionnels de santé qui parlent la même langue à l'étranger. Ok. Pour raccourcir, on va parler du Doctolib des voyageurs. L'objectif étant de leur permettre de trouver facilement un professionnel de santé qui parle leur langue à l'étranger pour gérer des petites pathologies qu'un voyageur peut rencontrer lorsqu'il n'est pas dans son pays, pour justement pouvoir continuer son séjour comme il l'avait initialement prévu. Donc on parle de petites pathologies comme une rage de dents, une entorse, Ok. un enfant qui fait de l'asthme, une otite, etc. Et on ne rentre absolument pas dans tout ce qui va être pathologie, lourde, rapatriement, hospitalisation, quoi que ce soit, mais vraiment rapidité, efficacité et service. D'accord, merci beaucoup. Et donc Sarah. Et merci de me recevoir du coup sur cette belle table ronde. Moi, je suis la fondatrice de Cléo Travel Guide. Du coup, j'ai 37 ans. Je suis aussi maman solo de 3 enfants. Et je pense que je suis la plus jeune entrepreneuse de la table, puisque Cléo vient juste d'être officielle, puisque elle a vu le jour en juin. Et voilà, c'est de la conception de voyages sur mesure pour permettre à des touristes de pouvoir explorer l'Égypte hors des sentiers battus et de manière personnalisée pour pouvoir avoir du voyage authentique, avoir la possibilité de voyager de manière authentique et proche de la population locale. Super. Alors ma première question, ça va être déjà pourquoi vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat. C'est le Covid qui m'a poussée à faire un travail sur moi et à savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Mm-hmm. Et du coup, j'ai voyagé. Je suis partie, j'avais besoin de retrouver un peu mes racines, ma culture. Et donc, j'ai fait un séjour de 3 mois, un peu différemment, puisque je suis sortie des sentiers battus pour la première fois avec mes enfants. Donc, on a fait un road trip pour pouvoir explorer l'Égypte du sud à l'est, de l'ouest au nord. Voilà, et de là, j'ai eu le déclic et j'ai fondé Cléo. C'est de là qu'est né le projet Cléo. D'accord, très bien.
Valérie? Moi, c'est vraiment une histoire personnelle, un vécu. Ok. J'ai eu un grave accident il y a 6 ans. Donc, Ok. ma boîte crânienne a été touchée. Ah ouais. Et depuis, je suis malade chronique. Donc, j'ai des crises tous les 2 mois à peu près. Donc, un besoin récurrent de consulter. Dans mon ancienne vie, avant de créer My Backup, j'étais directrice des achats dans l'univers du retail et des cosmétiques. Je voyageais énormément. Quand la crise arrive, elle ne prévient pas. Et j'ai aussitôt besoin de trouver un professionnel de santé. Donc 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et au bout d'un moment, je me suis effectivement posé la question de savoir comment je pouvais faire pour être pris en charge sans pour autant avoir besoin d'être rapatriée. Et en creusant, finalement, j'ai décidé de répondre moi-même à ma demande. Voilà. Comment se débrouiller toute seule. Voilà, exactement. Et d'où la création de My Backup. Bravo. Et toi, Fanny? Et moi, j'ai pas eu de déclic entrepreneurial en Ouais. me disant tiens, je veux monter une boîte. J'ai d'ailleurs du mal à entendre des gens qui disent je vais monter une boîte. Ça me paraît, je trouve ça génial. À la fois, je trouve ça plein d'entrain, mais c'est vraiment venu d'une idée. Alors, j'ai toujours été freelance, avant en communication événementielle. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé. Et on a beaucoup bossé ensemble et on avait tendance, au-delà des missions qu'on avait pour nos clients, agences ou entreprises de plein de secteurs, on avait tendance à brainstormer, à toujours pousser les concepts, à avoir des idées. Puis au fur et à mesure, en fait, on passait d'un sujet à un autre. Et en 2020 aussi, à la sortie du confinement, Stéphanie, qui avait confiné à Paris, me dit « Ah là là, j'adorerais avoir une maison de campagne. Une maison secondaire, c'est génial. » Et puis je lui ai dit « Nous, on a une maison de famille, on a la chance d'avoir une maison de famille sur le lac d'Annecy. Et non, je suis pas sûre que ce soit si génial que ça. Elle est inoccupée les 3 quarts du temps. C'est une charge financière. Ouais. Et pourtant, tu as une valeur émotionnelle qui fait que tu n'as pas envie de la vendre. » Bref, on a commencé à débattre, l'une disant que c'était super, l'autre disant que c'est super, mais qu'il y a quand même un gros mais. Et c'est un brainstorming qui a continué des jours et puis qui a été alimenté par des recherches en se voyant que, en fait, tu avais 10% du parc immobilier en France qui sont des maisons secondaires et qui sont occupées post-Covid à hauteur de 11% de l'année. Donc, tu vois, les maisons, elles sont vides 324 jours par an. Et tu as la moitié des Français qui disent je rêve d'avoir une maison à la campagne, comme Steph. Et on s'est dit, mais c'est quand même fou. Aujourd'hui, tu as ce besoin qui est de l'ordre... peut-être du slow tourisme, ou en tout cas du rapprochement à la nature, du bien-être, de sortir de son quotidien qui est de plus en plus intense. Donc on a ce besoin-là. On se dit, tiens, super, une maison secondaire. Et comme solution, tu as soit de la location touristique ponctuelle de type Airbnb, où tu vas payer, tu ne sais pas pourquoi, mais plus cher ton air en été à tel pont, alors qu'en fait, la maison, elle coûte le même prix. Alors évidemment, c'est une sorte d'offre ou de demande. Mais donc, tu as de la location touristique où à chaque fois, tu recommences, tu recherches, tu retrouves quelque chose, ou tu as l'achat d'une maison secondaire. Et l'achat d'une maison secondaire, c'est partir avec un crédit immobilier sur 30 ans. Et donc, on est allé créer une solution en se disant, mais ces maisons secondaires, elles vont être achetées par des gens qui, au final, ne vont les utiliser que 40 jours par an. Est-ce que plutôt que de laisser des maisons vides 90% de l'année, est-ce qu'on n'utiliserait pas ces maisons à la fois par les propriétaires et puis finalement par 1, 2, 3 autres familles qui vont avoir ce besoin-là et qui, sur 6 mois, 1 an, vont, entre guillemets, s'abonner à cette maison, y revenir, en avoir l'usage d'une maison secondaire, laisser leurs affaires, arriver quand elles veulent, partager finalement les ponts, les vacances, les week-ends, parce que c'est plus de la moitié de l'année quand on met en France bout à bout les week-ends, les vacances scolaires, les jours fériés, ça fait 180 jours par an. Donc à 3 familles, tu les partages largement. Et en fait, ça évite de démultiplier des constructions, on utilise le bâti existant, on le réhabilite, on recrée des attaches au territoire. Parce que quand tu reviens dans un même endroit, tu connais la boulangère, tu connais les voisins d'à côté, tu t'attaches à la maison, il y a un lien social qui se fait avec le propriétaire, avec les gens autour. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, t'en as marre. En fait, t'as pas besoin de vendre tu changes de maison. Tu changes d'abonnement. Ouais, tu changes d'abonnement, exactement. Tu changes de maison, tu prends une autre baraque et finalement, t'as un enfant en plus, tu veux une chambre en plus, tes potes sont allés dans le Perche, tu te dis, tiens, je vais me prendre une maison finalement pas très loin de chez eux, c'est cool de faire quelques week-ends avec eux. Et donc, l'idée, elle est venue et elle s'est construite face à notre besoin l'une et l'autre, parce qu'évidemment, on a étudié aussi le besoin des propriétaires, qui était de se dire, moi, en tant que propriétaire, alors c'était pas moi, mais ma famille, en tant que propriétaire, on se disait,
on ne peut pas la louer parce qu'elle n'est pas suffisamment en bon état. Si on la loue, elle va être demandée l'été ou à Noël, et c'est les moments où nous, les familles, se réunissent pour faire les cousinades, etc. La gérer, si on la met en location à l'année, c'est la gérer, donc c'est avoir quelqu'un sur place qui doivent... En fait, au final, ça crée beaucoup de frustration du côté du propriétaire qui n'a pas forcément envie, pas forcément besoin financièrement, et donc il va préférer finalement, plutôt que d'avoir une ribambelle de gens différents qui vont circuler chez lui, pas toujours tous respectueux, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais en tout cas pas forcément, et au lieu d'avoir ça, on a une famille, 2 familles qui reviennent. Et donc ça a fait beaucoup moins de gestion, beaucoup plus de confiance et une garantie de revenus sur l'année. Donc en fait, avec ces 2 besoins des 2 côtés, propriétaires de maisons secondaires et beaucoup citadins, alors après c'est pas que citadins, mais de gens qui rêvent d'avoir un endroit pour s'échapper un peu de leur quotidien, et tu arrives à une solution comme Baraque, un marketplace, une marketplace un peu classique, on répond de besoins, et en fait c'est de l'économie assez collaborative, assez évidente. Tout à fait. Bravo en tout cas. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. C'était le but, on est là pour ça. En tout cas, bravo pour ces 3 projets. Alors c'est vrai que vous êtes toutes, la genèse de vos structures, soit partent d'un constat, ou soit d'une expérience personnelle. Dans l'ensemble, de manière générale, en dehors de ça, qu'est-ce qui vous anime dans le secteur, en fait, dans le secteur du tourisme, et est-ce que vous y avez vu, depuis que vous êtes présente, une évolution, une manière aussi de changer, parce que moi aussi je suis issue du secteur de l'événementiel, donc je sais aussi qu'il y a cette volonté de rendre les choses un peu plus, de penser à l'environnement. Est-ce que vous avez pu constater cela ? Moi, je dirais que j'arrive sur un secteur... alors, j'ai choisi le secteur du tourisme parce que, effectivement, dès le début, je me suis dit, à un moment donné, moi, j'ai besoin de cette application quand je voyage. Qui voyagent des touristes, des nomades, des backpackers. Et bien évidemment, on a aussi toute la cible d'expatriés aussi, qui sont évidemment intéressés par ce type de solution. Donc, naturellement, pour nous, c'est-à-dire mon frère et moi, puisqu'on est tous les 2 cofondateurs, c'était de se dire, on va effectivement essayer de pénétrer ce marché-là. On est novice des 2 côtés, c'est-à-dire aussi bien le tourisme que la santé, puisque pour le coup, on a effectivement besoin d'avoir une application suffisamment solide d'un point de vue réglementation aussi, même si effectivement on fait attention à ne pas trop avoir de données de santé pour pas non plus rentrer dans des formats un peu trop compliqués, financièrement aussi bien sûr. Donc, mais l'idée à ce niveau-là, c'était véritablement de rentrer dans l'univers du tourisme parce que c'est notre cible principale. Okay. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on ne connaît pas l'univers du tourisme, mais je pense que c'est comme ça pour n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment où tu cherches à le pénétrer pour vendre ton produit, c'est compliqué. C'est long, c'est compliqué, on est sur des démarches, même que tu souhaites en tout cas toucher et pénétrer le marché par la cible B2C ou la cible B2B, quelque part, tu as une vraie connaissance à avoir de ton secteur. Et particulièrement, pour le coup, on pourra en débattre, mais le secteur du tourisme qui fait rêver. On est sur un secteur qui, bien évidemment, le voyage, la curiosité, apprendre de l'autre, de la culture de l'autre, etc. On pourra en parler aussi très longuement. Ça reste finalement, en tout cas, je trouve au niveau français, un secteur qui souhaite autant que les autres, mettre en avant de l'innovation, mettre en avant de la nouveauté, etc., mais qui a du mal, malgré tout, à se transformer. Et pour revenir un petit peu à My Backup, on est sur un segment donc, de l'innovation pure, avec un besoin, en tout cas un service qu'on propose, une offre autour de la santé. Donc, c'est-à-dire c'est l'accompagnement du voyageur autrement que par de l'hébergement, que par de l'activité, que par... Voilà. Et sans non plus tomber dans le côté je vais lui faire peur, je vais un petit peu essayer de l'effrayer avant même son départ. Donc, c'est plus apporter ce côté sécurisant de au moins voyager tranquille. Exactement. Donc, il faut savoir bien l'amener. Pour pas non plus effrayer le voyageur, de manière aussi à ce que l'agence de voyage
prennent conscience que quelque part ça rentre aussi dans l'accompagnement et l'expertise qu'elle doit apporter à son client, à son voyageur. Donc voilà, pour ma part, c'est compliqué, c'est très intéressant. Pour le coup, c'est très intéressant, c'est très challengeant. J'en doute pas. Mais ça reste une nouveauté qu'on amène sur un marché qui n'a pas eu l'habitude d'entendre parler spécialement de santé à ce niveau-là sur le voyage. Surtout en plus, comment tu fais, parce que au final, tu as des acteurs internationaux aussi à prendre en considération. Donc, avec chacune et chacun leur réglementation, je suppose. Du coup, tu procèdes comment par rapport à ça ? On s'adapte en fonction des destinations. Ok. Voilà. Vraiment, on essaye d'avoir la solution la plus globale possible. Et après, grâce à la technologie, bien évidemment, à la géolocalisation, eh bien, on va adapter le parcours en fonction de la zone dans laquelle se trouve le voyageur. C'est pas toujours simple et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas encore worldwide. Parce que, évidemment, il y a des adaptations, bien sûr. Bien sûr. De la même manière que My Backup est à cheval entre la santé et le tourisme, nous, on est à cheval on dit toujours qu'on a le B, entre deux chaises, l'immobilier et le tourisme. Et pareil, avec un marché qui a pénétré, qui va être de l'ordre du B2C, donc de la révolution d'usage, et qui va prendre du temps. Après, on s'appuie beaucoup aussi sur les tendances du tourisme, de ce secteur plus général, qui vont vers quelque chose de plus slow. Alors c'est assez paradoxal parce que dans une société hyper instagrammisée, et en fait il y a un truc où c'est tout le monde va aller se faire l'Himalaya et genre de choses, donc tu as un truc qui est hyper techno et en même temps tu as un besoin, un retour à la nature, à la proximité, le tourisme de proximité, l'écotourisme, le fait de tout le monde dit qu'il veut voyager comme un local. Je pense que tu vas rebondir aussi là-dessus, et en fait nous on considère que comme un local, tu n'as plus envie d'être un touriste à proprement parler. Et le comme un local, nous, on le cultive grâce à la récurrence. Quand tu viens une première fois, tu découvres. La deuxième fois, tu t'avais repéré telle boulangerie, le petit café. Puis la troisième fois, tu connais le prénom du barman. Et en fait, je pense que ça fait partie on va dans cette mouvance qu'a le secteur du tourisme. Et là où à une époque, j'avais entendu une super conférence chez BETC, où en fait le tourisme c'était une fois dans sa vie, à son mariage de noces, voyage de noces, tu partais une fois, c'était quelque chose qui était très, une fois t'allais très loin, et aujourd'hui on consomme le voyage de façon beaucoup plus démultipliée, beaucoup plus accessible, avec toutes les questions que ça pose d'écologie, et très souvent on en oublie tu veux partir très loin, quitte à y aller moins longtemps, quitte à mettre plus d'argent. Là où en fait tu pourrais te dire je vais partir peut-être moins loin, plus prendre le temps, plus souvent, et trouver un équilibre. L'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. Il y a du tourisme de découverte, de curiosité, où tu as envie d'aller vraiment te découvrir. Et puis tu as ce tourisme plus slow, plus rapprochement à la nature, qui va être stimulateur, je pense, de bien-être. Mais différemment, de repos, apaisant, où c'est pas un programme. Je dis pas que c'est ça sur tout le tourisme, mais quand tu vas à l'autre bout du monde et que tu as mis toutes tes économies, en fait, tu as envie d'aller voir et les pyramides. Enfin, je sais pas si tu nous donneras ton avis, mais tu as envie d'aller voir plein de choses, de rencontrer plein de gens. Et en fait, tu as un temps qui est limité. Donc, je pense qu'il y a une double approche, et je pense qu'il y a une mouvance du tourisme qui se développe aussi dans ce côté-là. D'accord, je comprends. Alors, pour ma part, le tourisme, parce que c'est une passion. Donc, faut savoir que je suis issue d'une double culture, et dont l'Égypte. C'est vrai que c'est un peu mon terrain de jeu depuis toujours. Et c'est vrai que c'est un marché croissant qui se développe extrêmement vite. Pour dire, il double sur ces 5 prochaines années. Ok. Donc je me suis aussi lancée sur ce marché. C'est aussi de manière stratégique. Il faut y penser. Exact. Et du coup, effectivement, ça se développe beaucoup dans le sens, en termes de slow tourisme, les gens ont envie de voyager de manière authentique. C'est vrai que les attentes aujourd'hui sont différentes d'il y a quelques années. Je pense que le Covid a joué beaucoup sur cette manière de voyager.
Et du coup, c'est là qu'entre Cléo et qui permet de remplir les attentes des touristes aujourd'hui qui veulent effectivement retrouver des offres authentiques, proches de la nature, en voir beaucoup, pouvoir sortir des sentiers battus, mais en même temps visiter des sites historiques et vraiment pouvoir se cultiver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour tout le monde de pouvoir apprendre, savoir, connaître différents aspects du monde. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé Cléo. Et est-ce que tu arrives aussi à sensibiliser ceux qui, par exemple, voilà, qui veulent partir en Égypte, mais qui veulent faire, bon, on va dire, les visites traditionnelles. Est-ce que tu arrives justement à les transformer, ces personnes-là? Et effectivement, tout à fait. Enfin, transformer, non, parce que c'est quand même... transformer l'approche et justement proposer autre chose qui sera... Alors, autre chose, c'est-à-dire agrémenter. Ajouter des destinations, des régions qui sortent des sentiers battus, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas connues en fait par le tourisme et qui sont à fort potentiel, qui permettent de couper un peu avec la vie qu'on a, la vie des citadins, et de voir des lieux préservés et aussi du coup de pouvoir désengorger ces sites touristiques qui sont extrêmement visités et qui même abîment le patrimoine. Mais t'as pas peur, à contrario, que là tu parles d'endroits préservés, que le fait de développer du tourisme en plus, pas local en fait, on est d'accord que c'est pour des Français en l'occurrence, ou des étrangers qui vont venir en Égypte, le fait de faire venir du monde et de densifier le tourisme et la découverte de ces endroits préservés, est-ce que ça risque pas d'avoir cette double... tu vois, cet écueil-là aussi de faire venir du monde là où c'était encore un peu tranquille et juste déporter le problème? Alors, je pense que ça désengorge les lieux qui sont extrêmement visités. Donc, ça permet de pouvoir optimiser le flux touristique. Et effectivement, je pense qu'il est important aussi de rappeler aux touristes, et je pense qu'ils se cultivent de plus en plus sur le fait de préserver justement les lieux comme des récifs qu'on a en mer Rouge, des régions qui sont pas connues. Oui, mais quand tu démultiplies les touristes à un endroit type des récifs, en fait, c'est bien le problème avec la barrière de corail en Australie, c'est qu'il y a eu de plus en plus de touristes, de plus en plus de personnes qui venaient à des vidéos, et c'est en fait comme ça qu'on abîme l'humain en étant trop proche, trop nombreux et en utilisant trop la nature, se retrouve à démultiplier. Et est-ce que je pose la question parce que j'imagine qu'il y a, toi tu connais le territoire, mais est-ce que quelqu'un qui vient visiter l'Égypte, dans tous les cas, ne passera pas voir le Sphinx, se faire la descente j'en sais rien, du Nil en Felouk, peu importe. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon, oui, ça permettra peut-être de faire en sorte que tu fasses un peu moins la queue à un endroit parce qu'en fait, tu auras pris un peu de temps, mais finalement, tu passeras quand même par ces incontournables d'aller prendre ta photo devant le Sphinx et d'aller voir les pyramides de Khéops. Le but, c'est pas du tout d'éviter les sites emblématiques. Parce que ça a une histoire et je pense que c'est important. On va en Égypte pour visiter quand même les sites emblématiques et simplement d'agrémenter le circuit avec des régions et pouvoir voir autre chose en plus que les sites. Mais effectivement, les sites sont extrêmement engorgés et j'optimise les séjours par la data, en dirigeant les touristes au bon moment, le bon jour, à la bonne heure. Ça fait partie aussi de mon concept. Ok. Et par rapport à ces sites aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, des sortes de diligences des pouvoirs publics pour peut-être restreindre aussi? Parce que j'en ai même entendu parler souvent, par exemple, que ça soit Venise, ou même il y avait une ville en Belgique, je ne sais plus, où ils contraignaient l'accès justement aux touristes parce qu'il y avait un afflux de masse des touristes et qui en plus était de passage, donc ça ne faisait pas forcément en plus nourrir l'économie locale. Donc je ne sais pas si tu as ce cas de figure aussi sur les sites que tu proposes. Alors ça fait partie d'un de mes challenges, c'est-à-dire
de cultiver aussi les locaux dans ce sens. D'accord. Parce qu'il n'y a pas, y a pas de limite d'accès. Par exemple, le temple Karnak, il peut recevoir jusqu'à 7000 personnes par jour. Le site de Gizeh, où est-ce qu'on visite les pyramides, accueille plus de 12 000 personnes par jour. C'est et vrai. du coup, oui, c'est énorme. Le problème, il vient d'au-dessus. Hein, Effectivement, tout à fait. Donc, c'est un de mes challenges en me lançant dans cette aventure. D'accord, très bien. Alors, comment vous voyez vos business respectivement dans 5 ans, idéalement? Joker. On nous a déjà fait, tu sais, quand tu montes ta boîte, que tu fais tes premières présentations, tes concours d'entrepreneuse. C'est pour ça que je précisais idéalement, parce qu'on sait très bien tu rencontres que des business angels pour faire des levées de fonds et qu'on te dit, alors tenez, faites-moi votre plan de business sur parce 1, 2, 3, 4, 5 ans. On sait que dans les faits, c'est autre chose. Bah voilà, mais donc résultat, je te laisse Joker. Répondre. Ça marche. Moi, je vais juste dire, stay tuned. Oh. Janvier 2026. Ok. Voilà, comme ça. Pas mal, un petit challenge. Bah, vas-y, Sarah, c'est tout pour toi. Alors, moi, je vois développer une start-up à impact. Super. Dans l'écologie, justement, dans le tourisme de masse, pour diminuer ce tourisme de masse qui se trouve en Égypte. Et j'ai aussi pour vocation de développer l'emploi pour la femme en Égypte. Parce que voilà, elle n'a pas forcément sa place dans le monde du travail et elle n'a pas forcément la chance d'être incitée à se créer une carrière. Et du coup, c'est un de mes challenges. Et dans 5 ans, j'espère avoir triplé mon nombre de partenaires féminines pour développer leur business et le mien par la même occasion. On croise les doigts. Et du coup, uniquement centré Égypte ou tu aimerais peut-être ouvrir sur l'Afrique de manière générale? Effectivement, c'est un concept que je voudrais développer sur d'autres destinations où est-ce qu'on a les mêmes problématiques, D'accord. c'est-à-dire le tourisme de masse et en même temps allier justement cette vision de développement de l'emploi pour les femmes et du coup me développer effectivement sur d'autres destinations une fois le concept validé en Égypte. Super, mais on croise les doigts de pied et tout. Et pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez chacune une recommandation à apporter pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans votre secteur? Alors moi, je ne sais pas si c'est pour mon secteur en particulier, je crois que c'est pour l'entrepreneuriat en général. Je t'admire beaucoup, Sarah, parce que bon, maman solo, c'est un sujet, mais entrepreneur solo, je trouve ça hyper compliqué. Enfin, je trouve que s'associer avec quelqu'un, pas d'un point de vue CV, pas forcément, tiens, je fais du marketing, je vais prendre un ingénieur, je sors de HEC, donc je vais prendre un polytechnicien. Non, ça, je crois pas à ce genre de match CV. En revanche, je crois qu'il faut s'associer à quelqu'un avec qui tu partages les mêmes valeurs, que tu connais dans la galère aussi, parce que ça fait que c'est long, c'est assez rare les business qui décollent en 2 secondes, où tu te plantes jamais, tu fais pas de pivot, où l'argent tout coule à flot et tout grandit hyper vite. Enfin, je crois que c'est pas vrai, je crois que de toute façon il y a des obstacles, que la définition presque de l'entrepreneur, c'est comme un bon cheval, de passer obstacle après obstacle. Parfois, il faut les passer dessus, dessous, contourner, le bousculer, peu importe. Mais en fait, voilà, c'est d'avancer comme ça et le faire tout seul. Quand ça prend du temps, bah c'est fatigant, tu baisses les bras, souvent t'es dans tu peux avoir des ornières parce que t'avances, mais en fait avoir quelqu'un, 1-2 personnes avec qui régulièrement pouvoir échanger, ping-ponger, qui investit à la même hauteur que toi, les pieds, les poings, le cœur, la tête, et souvent le porte-monnaie parce que ça joue aussi, et ben je pense que ça aide vachement. En tout cas, c'est un conseil moi, que je donne à n'importe qui veut entreprendre. Faites-le, motivez-vous, c'est génial. Et franchement, mais c'est hyper stimulant ce que tu dis, c'est des challenges, c'est excitant, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est tellement... en fait, le partager avec une personne, oui, tout seul, on va beaucoup plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Tout à fait. Tout le monde dit. Là, c'est véridique, ça, clairement. Mais ça aide vachement parce que en fait, c'est rarement un sprint. En fait, c'est un marathon tout court. Et tout à fait. C'est cool d'avoir des bons relayeurs. C'est ce que j'allais dire, il faut être sportif. Ouais. Il faut aimer la distance. Et sans but. On ne sait même pas où est l'objectif. Tu ne sais pas combien de kilomètres tu vas faire. C'est tu fonces et puis tu verras si un jour tu arrives à quelque chose. À quelque chose, mais effectivement, il faut être passionné. Il faut être passionné parce que honnêtement, c'est très dur. Enfin, je veux dire, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais moi, je trouve ça très, très dur. Et pour autant, alors ça doit être mon côté maso, mais
Pour autant, je ne regrette rien. Tout à fait. Et je serais très malheureuse si un jour, je devais malheureusement retourner Dans ça, ouais. dans le salariat. Mm. Donc, On est d'accord. mais c'est très, très dur. Ah donc- bah c'est Donc, montagne il faut russe, être... quand on le dit, c'est voilà, pas pour rien. Hein. Exactement. Donc, il faut vraiment être passionné. Mm. Et j'irai même plus loin. Je dirais que... alors ça, je le dis aujourd'hui. Ouais. Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois. Je t'aurais dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre du recul sur les Oui. choses. Parce qu'on fait déjà énormément. Et encore une fois, même si on a l'impression de ne pas aller assez vite, ou de ne pas faire suffisamment bien, Mhm. il faut savoir que Tu fais quoi. on fait, avance, exact. on fait. Il y en a essaye. tellement qui Ouais, ne font tellement. même pas. Et ils sont ceux qui nous donnent le plus de conseils d'ailleurs. Mais C'est vrai. ça, c'est autre chose. Ouais. vie. Mais voilà. Mais en tout cas, on le fait déjà. Donc ça, il faut en être hyper fier. Mm. Et voilà. Et il faut oser. Il faut oser. Tout à fait. Merci. Et toi, Sarah? Alors, pour ma part, c'est vrai que je porte le projet seule. Mais du coup, je ressens pas cette difficulté parce que je me suis beaucoup immergée dans un écosystème d'entrepreneurs Mhm. et je me fais accompagner par une structure pour développer mon projet. Super. Et c'est, je pense que ça y fait beaucoup. Et du coup, c'est ça mon conseil, je pense, c'est être accompagné, avoir vraiment s'immerger dans ce monde d'entrepreneurs. Je pense que effectivement, ça permet d'avoir une autre vision, de pouvoir avoir un avis différent et surtout de continuer. Et effectivement, la passion m'anime quand même énormément pour garder la tête hors de l'eau. Et je pense que prendre du recul, effectivement, à certains moments, c'est important pour revenir avec beaucoup plus de dynamisme et de créativité pour continuer dans ce secteur où il est nécessaire la créativité. Ah, je confirme, vos recommandations se sont totalement complétées. Donc, merci à toutes les trois. C'était vraiment un très bon moment passé avec vous. Merci à N'hésitez toi. pas. Merci à toi. Au plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ou visionnés. Et on se dit à une prochaine fois pour un prochain épisode de notre podcast Linkel fait sa table ronde. Bonne journée à tous.